Bienvenue aux téléspectateurs de Canal Alpha, en direct depuis Neuchâtel. Cette année, c'est en effet ici, au passage, sur la grande scène régionale inaugurée le 3 novembre 2000 et qui a accueilli entre-temps près d'1 million de spectateurs dans ce phare théâtral du canton que se déroule la soirée de l'innovation. Elle se promène, cette soirée, depuis la création du prix BCN Innovation en 2008. L'an dernier, c'était à l'Heure Bleue, à la Chaux-de-Fonds, auparavant notamment dans l'ancienne usine électrique ou aux anciens abattoirs de la cité horlogère. Eh bien, on est redescendu cette fois et depuis 1 heure environ maintenant, nous avons ici, entre autres, assisté et participé à un exposé sur les défis de la transition énergétique, sur la volonté politique et les changements de paradigme que cette transition suppose pour l'orientation professionnelle de nos jeunes, notamment. Penser autrement, proposer un nouveau service à la pointe des évolutions de la société. Dans moins de 30 minutes maintenant, nous connaîtrons justement les lauréats de ce 13e prix BCN Innovation avec sa dotation exceptionnelle de 150 000 francs. Il se veut un tremplin pour l'audace, celle qui a toujours façonné l'histoire et qui supporte le tissu économique neuchâtelois. Regardez, vous devriez reconnaître certains noms récompensés les années passées dans la vidéo que voici. « 2022, à présent, je vous propose de découvrir les acteurs de ce prix BCN Innovation cette année. D'abord, les visages de nos finalistes. 3 équipes, comme toujours, parmi la vingtaine de projets reçus. Canopé, Ivan-Marie Blanc-Kaflin, chez son équipe, une solution web pour une sobriété numérique gamifiante. Kéris, Mario Daquer et Guillaume Sirex, l'avenir de la tradition neuchâteloise de l'horlogerie d'intérieur. Matisse, Marie Didier et sa team, la lumière pour révolutionner l'expertise artistique. Et un néologisme de première bourre, vous l'avez repéré, enfin un néologisme pas tout à fait, on y reviendra. Le jury à présent, est-ce qu'il a ses astuces, ses ressorts ludiques pour mieux faire émerger les motivations des candidats? C'est à la mode. Les entretiens d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ceux d'hier, c'est ce qu'on entend et ce qu'on lit partout. En tout cas, ils sont 6 ces jurés et du côté de la BCN, la préoccupation est toujours de représenter de façon équilibrée les milieux académiques et industriels. Bienvenue aux membres du jury 2022 du prix BCN Innovation. Bastien Drault, il connaît le prix de l'excellence. Andrea Dunbar, elle a toujours un œil sur tout. Professeure ordinaire de propriété intellectuelle à l'université de Neuchâtel, Nathalie Tissot, elle est la gardienne des licences. Laure-Emmanuelle Perret-Eby, elle est au service de l'humain. Président du jury, Yves Perriard. C'est le cerveau du jury, il interconnecte les enjeux. Stéphane Poggi, il garde un œil sur la viabilité des business models. Le professeur Yves Perriard, président du jury, directeur du laboratoire d'actionnaires intégrés de l'EPFL. Bonsoir. Bonsoir Étienne. Alors c'est vrai que vous êtes aguerri avec l'ensemble de ce jury maintenant et on peut penser qu'après avoir vu passer tous ces candidats, votre façon de les passer au crible a pu changer. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai, elle a changé dans la manière où maintenant on souhaite aller rencontrer les entrepreneurs, les entreprises qui sont sélectionnées. Donc on va sur site voir leur outil de production, voir leur chambre. Ça peut être un garage, ça peut être une chambre haute. Et ça donne énormément d'informations. Vous leur faites pas quand même des escape games dans lesquels ils devraient résoudre des énigmes pour s'échapper de la pièce où vous les auditionnez?
C'est à la mode aussi. Non, évidemment pas. Mais beaucoup de questions. On a un jury très multi, donc on peut parler à la fois de business plan, parfois d'innovation, parfois d'émotion, parfois d'art. Donc ça va dans beaucoup d'éléments, dans beaucoup de domaines. Donc c'est ces questions-là, on veut avoir le feeling. Et puis il reste que le moment de la rencontre avec les uns et les autres, c'est toujours primordial pour jauger la passion, la personnalité des porteurs de projets. Cette année, ce grand jour de l'oral où vous les voyez tous défiler, c'était le 26 septembre et nous y étions. Pour moi, l'innovation, c'est d'abord un processus, la création de quelque chose de nouveau qui amène un changement. L'innovation, elle n'est pas liée à une discipline. L'innovation, aujourd'hui, on la trouve quand on est justement interdisciplinaire, quand on arrive à penser ensemble. Au départ, je pense qu'on l'a pensé d'abord technologie. Ça peut être le business model qui est innovant. Maintenant, on se rend compte que l'innovation, on la trouve dans tous les pans de la société, dans tous les domaines de la vie. La discussion qu'on a avec ceux qui portent les projets, elle est essentielle pour nous faire une idée. Pour justement juger de l'aspect soft skills quelque part, de comment est-ce qu'ils maîtrisent leur projet et comment est-ce qu'ils le défendent. Sentir que derrière il y a de la passion, qu'il y a des gens qui sont engagés. Les 3 porteurs cette année sont des gens qui sont investis, c'est bien. De venir voir aussi dans quel écosystème ils se trouvent, et ben ça donne énormément aussi d'informations finalement qui ne sont pas celles qu'on lit toujours dans le dossier, mais qui sont très complémentaires. C'est vrai que mon avis est plus nuancé que celui que j'avais sur les 3 dossiers papier. Ça peut changer les choses. C'est une chance pour eux de nous convaincre que c'est leur projet qui est le bon. Ce qui pourrait faire la différence, à mon avis, entre les différents projets, la personnalité des lauréats, et puis c'est l'impact du projet dans le secteur donné. Un projet qui est aussi viable, je tiens à cette terminologie-là. Un des grands enjeux aussi des entreprises, des start-up, de ces projets qui se créent, c'est de trouver aussi leur place et leur rôle dans notre société, dans une société qui doit changer. Les projets qui nous sont aussi présentés là portent des valeurs, portent aussi des ambitions qui sont de contribuer finalement à faire mieux, avec moins de moyens, avec plus de sobriété. Et je pense que c'est une responsabilité aujourd'hui d'envisager l'innovation dans ce sens-là. Alors Yves Perrière, je vais vous demander de compléter un petit peu les propos de vos collègues. L'innovation n'est pas nécessairement technologique, a dit Nathalie Tissot. Non, elle n'est pas nécessairement technologique. On l'a vu d'ailleurs dans une année des années précédentes. On avait eu iWood par exemple. C'était plutôt le business model qui était privilégié comme élément innovant. C'est une question de synergie pluridisciplinaire, a dit Laure-Emmanuelle Perret. C'est évident, c'est un peu comme une recette de cuisine, je veux dire, pas trop de sel, pas trop de ci, pas trop de ça, et en fait chaque membre du jury vient aussi avec sa manière de voir l'innovation pour pouvoir sortir l'élément ou le lauréat que nous souhaitons finalement. Mais il faut que le projet soit viable, ça c'est le motto de Bastien Drou. Évidemment aussi, mais il faut du risque. Donc dire que c'est viable, c'est toujours aussi évaluer des risques. Ce n'est pas exactement votre motto. Vous nous direz tout à l'heure ce qui pour vous a fait la différence. Absolument. Une société qui doit changer, on a entendu ça aussi. Vous avez écouté l'exposé en première partie de soirée de notre intervenant Marc Muller sur la sobriété énergétique qu'il vise tout particulièrement par la rénovation des bâtiments. Vous, s'il y en a une, quelle est la direction générale qui est privilégiée par votre jury ? On se pose beaucoup de questions. J'aime beaucoup ce que Laure-Emmanuelle Perret a dit avant, faire mieux avec moins. Ça rejoint ce qu'a dit Marc Muller de manière générale. Donc, veut-on inclure ceci dans le prix BCN Innovation ? On verra. Pour le moment, ce sont surtout chaque membre du jury qui, avec leurs propres valeurs, ont fait des choix, les choix qui ont amené au lauréat d'aujourd'hui. Nos 3 finalistes, on va les repasser en revue collectivement et puis tout de suite après s'intéresser de plus près à leurs projets respectifs, qu'ils nous étonnent. Canopé, Ivan-Marie Blanca-Flinch et son équipe, une solution web pour une sobriété numérique gamifiante. Kéris, Mario Daquer et Guillaume Sirex, l'avenir de la tradition neuchâteloise de l'horlogerie d'intérieur.
Matisse, Marie Didier et sa team, la lumière pour révolutionner l'expertise artistique. Alors, premier finaliste, voici Canopée. La canopée, c'est la partie supérieure d'une forêt, celle qui est exposée à l'énergie du soleil, qui est riche en biodiversité aussi. Cette diversité, on la retrouve dans l'origine des porteurs de ce projet-là. Andorre, Espagne, France, Suisse. Ils sont ingénieurs matériaux, spécialistes en bioinformatique ou en marketing digital. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'ils mûrissent leur affaire pour contribuer à la réduction de l'empreinte énergétique du numérique. Et vous allez enfin comprendre ce qu'ils entendent derrière ce terme gamifiant. On amène une plateforme qui permet de mesurer l'empreinte carbone, mais aussi énergétique et consommation d'eau de tous les systèmes informatiques. Tout cela a pour but d'obtenir le label européen du numérique responsable en gamifiant, en intégrant les collaborateurs au centre du processus. Ça veut dire qu'on va faire un parcours ludique pour réellement ne pas être dans un point de vue de sanction, mais plutôt de récompense à chaque fois que l'on fait une bonne pratique. Pour gagner des points, un collaborateur va être invité à faire plein d'actions dans beaucoup de domaines. Le domaine de l'impression, sur le type de police qu'elle va utiliser cette personne par exemple, le nombre de feuilles qu'elle va imprimer, aussi sur la consommation électrique de ses équipements. Est-ce que cette personne, quand elle part à la pause du midi ou le soir, est-ce qu'elle éteint les équipements? Plein de bonnes pratiques, on en a plus de 50, et chaque bonne pratique va ramener un certain nombre de points, et tous ces points ensuite vont être convertis en des cadeaux ou avec des récompenses qui peuvent être utilisées différemment. Notre innovation s'adresse principalement aux grandes entreprises, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup de PME et d'indépendants qui souhaitent aussi utiliser notre outil parce qu'ils sont très sensibles à leur empreinte du numérique. Il existe suffisamment de plateformes aujourd'hui qui mesurent et qui réduisent l'empreinte globale des entreprises, mais aucune met le collaborateur au centre de cette démarche et aucune met ce côté positif, gamifiant, communautaire pour vraiment faire comprendre aux collaborateurs que tout le monde est acteur du changement et de créer cette culture numérique responsable plutôt qu'une technologie numérique responsable. Alors avec Keris maintenant, notre deuxième finaliste, on retrouve les produits manufacturés et l'ADN industriel neuchâtelois. Voici une Alsacienne et un Corrézien établis chez nous et fourbissant depuis 2 ans un mouvement mécanique sophistiqué et robuste, 157 composants capables de passer au travers des années tout en réinsufflant de la désirabilité à un objet horloger au catalogue de nos grands classiques, la pendule. Les porteurs du projet sont ingénieurs, en mécanique pour l'un, en microtechnique et en ingénierie de l'innovation pour l'autre. Notre innovation, c'est de créer des pendules mécaniques qui séduisent un public actuel. Pour ça, on a travaillé selon 2 axes. Le design, pour créer un objet qui s'inclut dans son époque en travaillant des gabarits, des formes et des matériaux contemporains. Et le mécanisme, pour repenser l'expérience utilisateur avec un objet ludique, ergonomique et qui donne envie de l'accrocher chez soi. La genèse du projet est assez simple. C'est la réunion de la passion pour la pendule de Marie-Aude et de mon côté, le goût pour l'art de la mécanique. Notre projet d'horlogerie murale, il s'intègre dans les savoir-faire de la région. Il offre ainsi des nouveaux débouchés aux compétences locales et aussi un nouveau domaine d'application pour les étudiants des domaines du design, de l'art ou de la technique horlogère. En fait, la pendule mécanique, elle est à la réunion de 3 phénomènes sociétals. Premièrement, une aspiration de plus en plus importante pour le design d'intérieur. Ensuite, l'attrait très fort au niveau international pour l'horlogerie suisse. Et enfin, un intérêt très marqué dans l'univers du luxe pour des produits manufacturés haut de gamme ayant du sens. Ce qui existe actuellement sur le marché, ce sont une majorité d'horloges électroniques. Nous, ce qu'on offre, c'est une conception mécanique, donc un objet durable qui n'est alimenté que par son utilisateur. Si on doit résumer notre innovation en une notion, c'est de proposer une nouvelle version de cet objet traditionnel adapté au XXIe siècle.
Le troisième et dernier finaliste maintenant, il s'agit de Matisse, du nom du peintre, Henri de son prénom, mais Matisse aussi pour Monitoring Art with Technology, Innovation and Science. On parle ici d'optique et on se rapproche du CSEM qui les héberge depuis une année. Il y a là des ingénieurs en microélectronique, des spécialistes de l'analyse des données, du traitement de l'image. Ils ont développé un module d'illumination des œuvres d'art qui se clip sur une caméra vendue dans le commerce mais modifiée. C'est une arme anti-faussaire et anti-contrefaçon. Alors, notre innovation ici, c'est l'optique qu'on a développée pour justement ne pas abîmer les œuvres d'art qu'on regarde et être très sélective dans les longueurs d'onde qu'on utilise. Donc en gros, notre caméra permet de prendre plein de photos avec plein d'illuminations différentes et ensuite on fait du traitement de ces images-là. Le but de notre innovation, c'est de mettre directement dans les mains des experts et des personnes clés dans le marché de l'art cet objet pour que eux, ils puissent faire eux-mêmes leurs analyses et avoir enfin accès à ces analyses. Pour l'instant, ils n'ont pas accès à ça et ça me permettrait aussi d'améliorer la transparence du marché de l'art. Notre caméra, elle est portable, donc c'était notre but de développer quelque chose non seulement d'efficace et robuste, mais aussi portable. C'est pour ça que les analyses peuvent se faire dans des musées, des galeries, mais également sur site. Et ça, c'est très important. On est en train de développer un software. Le but, c'est d'avoir notre software associé à la caméra. Et dans ce software-là, justement, on met tous nos algorithmes de traitement des images. Tout ce qui est authentification et expertise, normalement, c'était fait avec des méthodes destructives, chimiques. Et maintenant, de plus en plus, avec l'évolution de la technologie en optique, justement, ce que nous, on utilise, ça nous permet d'implémenter ça dans des caméras qui sont non destructives. Et la science de la conservation, c'est comment utiliser la technique, la science et l'innovation pour préserver le patrimoine culturel, les œuvres d'art et l'art en général. Et dans moins d'un quart d'heure, nous saurons qui sont les gagnants. Le président du conseil d'administration de la BCN, Jean Studer, nous entraîne maintenant sur les chemins de l'innovation neuchâteloise. Cette année, c'est l'œuvre de Charles-Édouard Jeanneret qu'il met à l'honneur, Le Corbusier, homme aux prises de position ou aux discrétions parfois discutables, mais à coup sûr, un architecte en pointe de l'innovation. Il faut l'imaginer ici aux alentours de 1905, œuvrant sur sa première villa. Il n'a pas 20 ans, mais des lendemains pleins de promesses. Nous partons à La Chaux-de-Fonds pour admirer jusqu'à l'ivresse et sans liqueur de sapin les délicats détails de son chalet. C'est la première fois qu'il a un vrai mandat, enfin il a le premier mandat de sa vie, donné par M. Fallet en 1906. C'est ici que tout commence. Il faut savoir qu'au moment où M. Fallet, qui travaille dans l'horlogerie, bijouterie sauf erreur, lui commande cette villa, Le Corbusier est étudiant, il a 19 ans, il n'a jamais construit une maison. Ici, on est vraiment dans une conception architecturale, je dirais presque pure et dure, d'un étudiant qui, d'un seul coup, va appliquer ce qu'il a appris. Et finalement, séduit par le travail qu'il avait vu à l'école d'art, M. Fallet va lui proposer de construire sa maison ici, cette première maison. Alors oui, on peut parler d'un objet innovant parce que c'est énormément inspiré de tout ce qu'il a appris au niveau de l'école d'art, avec l'art sapin comme étant l'élément reconnu et unique en Europe en tout cas, de ce développement de l'art nouveau. Donc il a vraisemblablement tout fait, tout dessiné, pas simplement la structure du bâtiment, pas simplement les ouvertures, pas seulement la disposition des pièces, mais le cadre des fenêtres, les portes, les poignées, les décorations intérieures. On retrouve dans la décoration aussi le thème du sapin qui est symbolisé avec le triangle. On a des photos de mobilier, donc le mobilier a été dessiné pour cette maison et ce mobilier est typiquement dans l'art sapin. Et là, tu vois, on voit effectivement... Ouais, ces sortes de petits... On voit quelque chose là. Ouais. Quand M. Fallet lui confie la réalisation de cette villa, je pense que ni Le Corbusier, ni M. Fallet
imaginait qu'il allait devenir la référence, une des références mondiales de l'architecture du XXe siècle. C'est par la suite que, grâce à son génie, grâce aussi à sa détermination, à sa volonté, parce que pour construire ça à l'époque, il faut de la volonté, hein, puis à 19 ans, pour convaincre un propriétaire qu'on va un peu changer les choses par rapport à tout ce qu'on voit autour, il faut beaucoup de volonté. Et bien, cette volonté-là, Le Corbusier l'avait vraisemblablement déjà, sinon il n'aurait pas réussi à réaliser cette construction à l'âge de 19 ans. Puis c'est cette volonté-là qui va finalement déjà présente se caractériser tout au long de son parcours. Démonstration par la concrétisation qu'il faut donner une petite chance aux esprits les plus créatifs. Pour Le Corbusier, en tout cas, il le fallait. Et c'est encore la vocation de ce prix cette année, justement. 12 mois après, que sont-ils devenus? C'est toujours utile d'écouter les lauréats de l'année précédente. Souvenez-vous, il s'agissait de Fragment Audio, une start-up réunissant des échantillons sonores, rémunérant leurs créateurs, puis mettant ces immenses librairies audio en partage avec le soutien de Jean-Michel Jarre, par exemple, pour aider ensuite tout un chacun, dont Jean-Michel Jarre peut-être, à améliorer ses compositions via des formations également. Désormais, il s'agit pour eux d'accélérer le processus. Avec notre projet, on innove sur la partie, on va dire, technologique de la plateforme. On a une intelligence artificielle qui va permettre d'éduquer et d'aider les compositeurs de musique à améliorer qualitativement leur musique. Pour les professionnels, donc ceux qui viennent mettre du contenu sur la plateforme, c'est des musiciens à qui on apporte une valeur ajoutée par rapport à nos concurrents, donc on les rémunère beaucoup plus, on respecte beaucoup mieux leur travail, on a une totale transparence avec eux de qu'est-ce qu'ils gagnent, à quel moment. Et eux, ils vont venir sur la plateforme mettre leur contenu, donc que ce soit des formations, des librairies audio, ça peut être un piano, une batterie ou peu importe. Le musicien amateur, il peut venir sur la plateforme, il prend un abonnement et il a accès à beaucoup de services, notamment les librairies audio, donc des échantillons sonores, ça peut être une batterie, un piano. Et de nouvelles fonctions qui permettent aux artistes d'accélérer le processus de création et d'obtenir des résultats en termes de qualité beaucoup plus intéressant. Le prix BCN Innovation, ce qu'il nous a apporté concrètement, c'est pas juste 150 000 francs, c'est une crédibilité qu'on a pu avoir auprès des investisseurs, que ce soit locaux ou à l'étranger, même auprès de certains artistes de renommée internationale. Et on a pu, grâce au prix, trouver des locaux. Avant, on était chez nous. Et en plus de cela, on a pu passer d'une équipe de 3, donc les cofondateurs, à une équipe de 8, passer d'un statut start-up, SARL, à une SA en fait. Et là, on est en train d'accélérer. En l'espace de 6 mois, on a déjà les préventes qui commencent. Et normalement, en fin d'année, on a la plateforme qui devrait être prête en version 1. Si j'avais un conseil à donner aux nouveaux lauréats du prix BCN, c'est que le prix en soi n'est pas une finalité, mais le début d'une grande aventure. Il faut rester concentré et puis donner le meilleur de soi-même. Et puis vous pouvez donc noter que l'entreprise a changé de nom depuis une année, Fragment Audio devenant We Tweak en français, nous retouchons, en élargissant par ailleurs son domaine d'intervention pour cette start-up. L'expression qui revient, vous l'avez noté, c'est bien celle de coup d'accélérateur grâce à ce prix BCN Innovation. Dans 5 minutes, nous saurons qui sont les gagnants cette année. Tous les finalistes, dans un ultime effort contre leur stress et leur cœur battant, vont maintenant monter sur scène. D'abord, on se remet une dernière fois dans les mirettes. L'intitulé de leur projet. Innovation, motivation, rigueur, audace, les 3 équipes finalistes en ont toutes fait preuve. Mais vous le savez, une seule d'entre elles repartira ce soir avec le prix de 150 000 francs. Toutes croient dur comme fer à leur concept innovant. La compétition promet d'être rude entre ces 3 finalistes. Canopé, Kéris et Matisse. Tous ont les mêmes chances de l'emporter. Voilà, alors ne prenez pas ça. Oh oui. Ça commence bien.
Ne prenez pas ça comme une torture, mais c'est encore l'occasion de vous écouter un tout petit peu. On va passer les micros. Et je vais commencer avec Canopé, avec vous, Ivan-Marie Blanca Finch, le fondateur et CEO. Vous vous inspirez de la culture du gaming pour instaurer un processus dans les entreprises. Il n'y aurait pas d'adhésion dans les entreprises sans satisfaction, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'il faudra faire de plus encore pour gagner des points, de danser comme dans les jeux vidéo type Fortnite ? Non, pas encore, mais c'est une bonne idée. Non, en fait, on s'est vite rendu compte que la technologie ne remplacera jamais l'humain dans la solution qui sont à venir dans les années à venir. Et c'est cette gamification que l'on met en place, c'est réunir la science, le divertissement, l'humour, la communauté. Et c'est là où on voit que l'impact principal se fait plutôt sur l'être humain et non pas sur les habitudes technologiques qu'on met en place. Estelle Brabant qui est à vos côtés, vous êtes responsable graphique, c'est vous qui avez dessiné au sens premier du terme l'iconographie de la plateforme. Ce côté BD dans le projet, ça fait partie aussi de l'aspect gaming ? Oui, effectivement, en fait, on a voulu créer un univers graphique qui soit à la fois simple et ludique pour pouvoir finalement toucher un maximum de personnes à cette question de pollution numérique. Ivan, vous dites beaucoup qu'il vous a fallu sortir d'une cage dorée pour investir ce terrain des économies d'énergie parce que vous aviez précédemment travaillé à l'inverse, dans le pétrole, l'aéronautique, le tabac. Vous ne ferez plus machine arrière et les gens qui vous accompagnent ne feront plus machine arrière ? J'espère pas. Non, en tout cas, je pense que le jour où on comprend pourquoi on est là et que les valeurs tapent à la porte, c'est clair qu'on ne peut pas faire machine arrière. Alors je ne regrette rien de ce que j'ai fait parce qu'on en apprend tous les jours et ces expériences nous ont permis d'être là. Mais c'est clair que quand on découvre ce qu'on a à faire et comment on peut contribuer, on ne peut pas faire machine arrière. Donc non. À vos côtés, il y a donc Kéris et Marie-Aude Acker, la cofondatrice. Alors vous ne faites tout simplement pas d'utilisation d'électricité avec votre projet, c'est SO 2022 et 2023 et 2024. Le contexte, c'est important pour aider un produit à percer ? Alors, il y a des contextes qui font qu'il y a des produits qu'on attend, il y a des produits dont on a besoin, et il y a des produits dont on tombe amoureux parce qu'ils ont une histoire, ils créent une émotion, et on espère être dans cette catégorie-là. À vos côtés, c'est Guillaume Sirex, l'ingénieur en mécanique et cofondateur. Vous, le Corrézien, vous vous aventurez sur un terrain scruté, car votre mouvement mécanique, il a intérêt chez nous à faire preuve de la plus grande fiabilité. Oui, c'est clair que c'était un grand défi. Alors, il faut savoir que quand on construit une horloge, on ne part pas d'une feuille vierge, d'une part, et ensuite on ne le fait pas tout seul. Donc on ne part pas d'une feuille vierge, on a énormément désossé, démonté, observé des horloges neuchâteloises, voilà, qu'on a énormément démontées, d'une part pour s'en inspirer, et puis on ne le fait pas tout seul, on s'est entouré d'un réseau d'excellence, de compétences du canton, amis, fournisseurs, des proches, qui nous ont beaucoup challengés. Et aujourd'hui, le résultat est fiable et robuste. Et puis on va aller voir finalement Matisse, ce module d'illumination qui se clip sur une caméra. Marie Didier, fondatrice et CEO de cette start-up. Alors il faut préciser que vous êtes dans un processus pour être accompagné par le Venture Kick. C'est un encadrement des start-up. Si vous gagnez ce soir, qu'est-ce que ça vous permettrait d'obtenir ce prix BCN Innovation en termes de structuration peut-être du projet? Alors, le Venture Kick nous a permis de passer du statut de projet à statut concept technologique. Et là, le BCN nous a permis d'accélérer sur tout ce qui est acquisition client, expérience utilisateur. Et la prochaine étape, c'est la mise sur le marché. Vous êtes accompagné par l'historienne de l'art et cofondatrice de Matisse, Triana Temer. Vous êtes en charge des acquisitions clients. Vous revendiquez déjà une dizaine de clients que vous appelez des bêta-testeurs. Ce sont des restaurateurs de tableaux, des experts, des galeries. Eux, ils sont tous convaincus que l'idée de partager leurs données, par exemple, c'est une bonne chose. Il faut lever un peu cette opacité dans ce domaine professionnel. En effet, ils sont d'accord avec nous, ils partagent les mêmes valeurs. Et puis, ce sont des professionnels de l'art reconnus internationalement, avec lesquels on collabore pour trouver les meilleures solutions, les plus adaptées au marché de l'art. Et il faudra qu'une majorité se dégage pour aller dans votre sens. C'est l'innovation, c'est le progrès. Nous sommes dans l'ère du temps. Un tout petit mot, développer un tel module d'illumination
Pour un appareil photo en Suisse, on ne l'imagine pas forcément. Qui fabrique quoi et où, sans citer tous les noms, mais... Au contraire, on est exactement là où il faut, entre l'expertise le Neuchâtel, ici au Microcity, le PFL, le CSEM. On a aussi Photon de Focus ou ZUS Micro-Optique. Tout est là pour faire du Swiss Made. Bon, bien, merci. Bonne chance à tous. On va se remettre en place comme dans les concours de Miss et de Mystère, car c'en est un de mystère. Et il y a une musique qui fait peur qui va démarrer parce qu'il reste 20 secondes maintenant avant l'annonce du lauréat. On espère que ce lauréat fera du bien à Mystère d'ailleurs. Voilà, le profil de nos finalistes se prête bien quand même aux enjeux de notre époque. L'innovation, on l'a entendu, va désormais dans le sens de la préservation de l'environnement. Elle y est obligée en quelque sorte. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Monsieur Perriard. Le choix du jury 2022 s'est porté sur Matisse. Et Jean Schluder vous remet votre trophée. Le trophée de ce prix BCN Innovation 2022, 150 000 francs. Bravo, hein. Super. Je tourne le micro. Une première pensée. Merci. Merci à tout le monde. Merci évidemment à l'équipe. Ce travail, c'est d'abord un travail collectif. Hein. Et puis, ça fait plaisir de voir que quand on parle d'innovation, il y a aussi la culture, l'art et le patrimoine culturel et les valeurs communes pour ça. Donc, merci à tous. On aime aussi les gens qui doutent. À quel moment vous avez le plus douté dans votre il y a 20 secondes. Et au-delà de ça? Non. Et au-delà de ça, alors la petite anecdote du 26 septembre, on était encore à 7h du matin à débugger notre plateforme et notre software, donc, mais ça ne s'est pas vu, hein. Donc finalement ça a marché. Voilà, donc non, le doute c'est au quotidien, hein. On en fait les frais avec l'équipe qui sont là d'ailleurs, le CSEM qui m'accompagne aussi, donc voilà. À l'inverse, finalement, une première réflexion. Décidément, pourquoi faut-il croire en votre innovation et en votre projet? Parce que nous allons révolutionner le monde de l'art et vous allez vous en souvenir de nous. C'est un programme. Quelle échéance vous donnez pour que ça marche? L'échéance, elle est déjà en cours. Donc la prochaine étape, c'est la mise sur le marché l'année prochaine. Et voilà, 1 an maximum. Bravo, 150 000 francs pour vous. Et votre histoire se lie donc avec la BCN, avec ce jury. Yves Perriard, à votre tour. On vous a entendu dire donc, que l'innovation pouvait revêtir bien des formes, qu'il s'agissait aussi de développer un business au profit du tissu économique neuchâtelois. Quels sont les atouts décisifs de ce projet-là? Avec le projet Matisse, les ingrédients, je dirais, étaient vraiment bien présent, comme ce mélange d'art et de science, cette lumière à différentes longueurs d'onde qui permet de voir ce que l'œil humain ne voit pas, donc, et surtout un business plan qui nous semblait absolument profitable pour le canton de Neuchâtel, avec des risques modérés. Je dirais c'est ça qui fait que quand on balance tout, ce projet avait de grands atouts. Et on démarre une autre histoire, comme chantait Gérard Blanc, celle de l'an prochain. Que pouvez-vous anticiper sur l'édition 2023 et pourquoi chacun devrait-il y participer? On l'a dit avant, Neuchâtel, terre de l'innovation, donc on invite évidemment tous les actuels entrepreneurs ou futurs entrepreneurs à venir le 15 décembre pour une journée ou une séance d'information, poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous retrouvez tout ça sur le site du prix BCN Innovation de la BCN. Voilà, prix-bcn-innovation.ch et tous les gagnants, bien sûr, ont tenté leur chance. Une fois encore, merci aux organisateurs, aux intervenants et aux jurés qui nous ont fait réfléchir, aux acrobates, à tous ceux dans les équipes techniques qui se sont grattés la tête pour que cet événement soit à la hauteur du prix. Si l'on était au concert, on pourrait refermer cet épisode en faisant chanter le public une mélodie slave, hein, une petite Maritza, par exemple.
Mais on ne va pas le faire, je ne vais pas le tenter, on est en direct, après l'émission peut-être. Si vous avez le refrain en tête, je vous laisse le fredonner en éteignant le poste pour les peuples qui souffrent en ce moment en Ukraine tout spécialement. À bientôt, espérons-le, en paix.